à ce premier événement, cette première conférence débat animée par Critique de la raison européenne. Donc ce soir, nous avons la chance et l'honneur de recevoir M. Jacques Sapir, qui interviendra d'ici quelques instants sur le thème « Souveraineté monétaire et euro, l'économie peut-elle aboutir à une remise en cause de la démocratie ?» Du coup, en quelques secondes, je vous présente l'ASSO, qui vient d'être créé au mois de mai à l'ESSEC, c'est le fruit d'un long travail et d'un long projet qui a mis du temps à aboutir, et donc qui a vocation à faire vivre sur le campus un vaste débat transpartisan sur les thématiques européennes et à nourrir plus généralement une réflexion construite et constructive sur ces sujets-là. Donc pourquoi critique de la raison européenne ? Parce que nous faisons partie d'un plus grand réseau avec d'autres associations, à Sciences Po Lyon, à la Cato de Paris, à Paris 1 en Panthéon-Sorbonne, également et surtout à Sciences Po Paris, où l'association mère a été créée en 2013. Et du coup, toujours très rapidement, ce soir, comment ça va se dérouler ? Une intervention libre de M. Sapir, d'une durée de 40 à 45 minutes, avec ensuite un débat, un échange, questions-réponses, de manière assez informelle, on pourra poser toutes vos questions, et ensuite on conclura. Donc voilà, je laisse Samy vous présenter un peu plus en détail M. Sapir. Merci. Bonsoir M. Sapir, et merci de nous honorer de votre présence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je vais faire une brève présentation, loin d'être exhaustive. Donc vous êtes économiste, expert notamment de l'économie russe. Vous êtes cependant reconnu aussi comme un spécialiste des questions de défense et de stratégie. En tant que théoricien d'économie, vous êtes fait un nom en prenant des positions loin d'être unanimes sur différents sujets, comme on le verra par la suite. Donc concernant votre parcours, très brièvement, vous êtes né en 1954 à Puteaux. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris. Vous obtenez un premier doctorat en 1980, un doctorat de troisième cycle sur l'organisation du travail en URSS entre 1920 et 1940, à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, c'est ça. En 1986, vous soutenez une autre thèse, une thèse d'État en économie à l'Université de Paris 10, concernant encore l'économie soviétique. Donc après avoir commencé votre carrière comme professeur de lycée, vous avez enseigné la macroéconomie et l'économie financière à l'Université de Paris 10, avant justement d'entrer à l'EHESS en 90. Vous êtes devenu directeur d'études en 96. Vous prenez alors la direction du Centre d'études des modes d'industrialisation, CEMI. Vous avez aussi délivré des enseignements dans d'autres écoles prestigieuses, telles que l'ENSAE, le NS Kachan, ainsi qu'en Russie au Haut Collège d'économie et à l'École d'économie de Moscou depuis 2005. Vous dirigez le groupe de recherche IRSES à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et co-organisé avec l'Institut de prévision de l'économie nationale le séminaire franco-russe sur les problèmes financiers et monétaires du développement de la Russie. Donc ça, c'était concernant votre parcours. Vous êtes également reconnu, en plus de vos différents domaines d'expertise, pour vos positions qu'on pourrait qualifier d'hétérodoxes sur plusieurs sujets, en particulier sur la démondialisation et l'euro. Concernant la démondialisation, dans le livre du même titre publié en 2011, vous proposez, je vous cite, « Les voies d'une démondialisation pensée et ordonnée par une nouvelle organisation du commerce et des relations financières internationales. » Concernant l'euro, après vous être interrogé sur l'avenir de la zone euro et l'éventuelle nécessité pour la France de sortir de l'euro, notamment dans votre ouvrage « Faut-il sortir de l'euro ?», vous plaidez désormais pour une dissolution de la monnaie unique. Enfin, sur le champ politique, vous vous prononcez pour une réhabilitation de la souveraineté et de la nation. C'est d'ailleurs l'objet de votre dernier ouvrage, Souveraineté, démocratie, laïcité. Donc ce soir, nous allons justement traiter de la souveraineté monétaire en particulier, et de l'euro. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, ou plutôt deux. Première histoire, c'est une histoire qui m'est arrivée en Russie, et à un moment donné, il y avait tous les processus de transition. On aboutit à une crise grave qui commence à prendre la forme d'une crise de la dette, d'une certaine manière pas si différente des crises de la dette que l'on a pu connaître en Grèce et dans d'autres pays. Et à ce moment-là, il y a toute une discussion entre experts. Et il y a un expert qui dit « Mais enfin, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller au défaut. » Il était très clair parmi nous
que le défaut s'imposait et était d'une certaine manière inévitable. Ils ne peuvent pas aller au défaut. Vous ne vous rendez pas compte. C'est un acte unilatéral. Alors, il intervenait après lui, il dit, mais oui, je suis d'accord avec vous, chers collègues, c'est un acte unilatéral. Mais il arrive à certains moments que les États, pour sauvegarder l'essentiel, fassent des actes unilatéraux. Et il était réellement, si vous voulez, il était sincère dans ce qu'il dit. Mais ce n'est pas possible. Cela va à l'encontre de tout ce que j'enseigne sur la gouvernance internationale. Bon. Effectivement, quelques mois après, vous avez la crise d'août 1998, et la Russie fait défaut, elle ne fait pas que défaut, elle laisse le rouble se déprécier fortement, il y a 3 mois de vacances bancaires. Bon. Et arrive à ce moment-là un gouvernement qui est plus ou moins un gouvernement d'union nationale, à la tête duquel il y a Yevgeny Primakov, personnage sur lequel on pourrait écrire des tonnes de livres et de véritables romans. Primakov, que je connaissais personnellement, et la première chose que fait Primakov, c'est de renvoyer les équipes d'experts internationaux qui travaillaient au ministère des Finances en Russie. Et à un moment donné, le représentant pour la Russie, plutôt le représentant en Russie du Fonds monétaire international arrive, très remonté d'ailleurs, et Primakov le reçoit et lui tend un billet sur un vol Moscou-Washington. Monsieur, vous êtes désormais persona non grata sur notre pays. Bien. Gros scandale au niveau des milieux libéraux, etc. Et le surlendemain, Primakov, personne n'est parfait, il aimait beaucoup le football. Ah oui, pareil. Et donc, il va au stade Dynamo, où il y avait un match du début du championnat, puisque tout ça se passe début octobre 90. Je vais avec lui. Et là, je vois les 50 000 spectateurs se lever et l'applaudir au moment où il rentre dans la loge du Premier ministre. Et là, si vous voulez, c'est là où j'ai compris la force de cette notion de souveraineté. Primakov, de manière très symbolique, avait réaffirmé la souveraineté de la Russie. Il va le refaire dans toute une série d'incidents, en particulier autour du déclenchement de la guerre du Kosovo, quand il annulera, alors qu'il est déjà en cours, une visite qu'il avait prévue aux États-Unis, et il fera faire demi-tour à son avion. Bon, il y a toute une série de choses. Mais quand vous cherchez à comprendre pourquoi aujourd'hui Poutine est entouré de cette immense popularité dans la population, il faut toujours se rappeler que ça a commencé avec Primakov. Et là, tout en étant économiste, j'ai pris une très belle leçon de sciences politiques. Et si vous voulez, je l'ai dit, je l'ai écrit, ce qui m'amène à vous raconter une deuxième histoire. En 2000, je publie un ouvrage, Les trous noirs de la science économique, un ouvrage très théorique. Et puis après, on discute avec l'éditeur, c'était notre regretté Bernard Maris, et il me dit, sur quoi veux-tu faire un autre livre? Et je lui dis, ce qui s'imposerait en réalité, c'est un livre sur le lien entre la pensée économique et la démocratie. Et ce livre a été publié en 2002. Il est d'une certaine manière l'ancêtre
du livre actuel. Ce livre, en 2002, s'appelle « Les économistes contre la démocratie ». Alors pourquoi ce cheminement? Eh bien, en réalité, pour toute personne qui va faire de l'économie, pas seulement en tant qu'économie universitaire, si vous voulez, mais qui va être un cadre dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, il se pose évidemment la question des règles auxquelles son entreprise est assujettie. Règles fiscales, règles commerciales, règles de protection de l'environnement. Bon, il y a toute une série de droit du travail, etc. Bien. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas échapper à la question qui a le droit, au sens de qui est légitime pour créer ces règles. Et sur cette question, vous voyez que les économistes ont implicitement ou explicitement des réponses très constituées. Et une de ces réponses, ça consiste à dire, ben non, la légitimité, elle est dans le marché. Ce qui est efficace est juste par définition. Alors, si vous avez fait un petit peu de théorie économique, vous retrouvez évidemment le raisonnement de Vilfredo Pareto. Bon. Pour Pareto, tout ce qui est efficace est d'emblée juste. Alors, la confusion entre l'efficace et le juste, elle provient de quelque chose de très simple. Vous avez une courbe avec un extrémum. Comme il n'y a qu'un extrémum, ce qui est efficace est par définition juste. Maintenant, vous prenez le raisonnement de Pareto, mais vous dites simplement, bah, attends Coco, tes mathématiques sont un peu primitives. Depuis le XXe siècle, enfin depuis le début du XXe siècle, on fait des progrès là-dedans. Et si tu prenais ce type de relation, et vous vous retrouvez avec toute une série d'extrémums. Vous avez donc plusieurs solutions qui sont efficaces. Mais laquelle est la juste? Et donc, on voit bien que cette représentation qu'il y a une coïncidence entre la justesse et l'efficacité, elle est uniquement liée à une forme de représentation liée elle-même à l'utilisation de mathématiques assez primaires en réalité, mais ça c'était d'une certaine manière le cas de tous les économistes de l'époque. Vous avez le même problème avec Walras. Walras essaye d'entretenir une correspondance avec des mathématiciens, et il leur dit, ah voilà, mais j'ai une idée, voilà qu'on fait. Les mathématiciens disent, non, tu comprends rien, tu pourrais l'expliquer de manière littéraire tout aussi bien, mais ne rentre pas dans les mathématiques, tu n'y comprends rien. Bon. Passons là-dessus, et je pense que les économistes continuent de ne pas beaucoup comprendre les mathématiques, même s'ils les utilisent énormément. C'est un. Donc, se pose toujours la question aujourd'hui, si on refuse le raisonnement parétien, l'idée de l'optimum de Pareto, c'est très bien. On peut avoir une règle efficace, ça ne veut pas dire qu'elle soit juste. Qui plus est, vous avez une deuxième manière d'aborder cette question, qui consiste à dire, mais l'efficacité, elle se définit par rapport à quoi? Et prenez par exemple le cas de la banque centrale. Vous avez une banque centrale. Bien. Alors, vous savez que les banques centrales existent en réalité comme banque centrale depuis le moment, non pas où on est sorti de l'état noir, mais depuis le moment où on a décidé qu'il n'y aurait pas une règle stricte de relation entre
un stock d'or, un stock d'argent, et la masse monétaire. Et à partir du moment où on a admis la possibilité pour un État de déprécier sa monnaie, de dévaluer, et c'est de là que vient en fait le mot de dévaluation, eh bien s'est posée la question de la politique monétaire. Et cette politique monétaire, elle a été assez spontanément transférée à la Banque centrale. Sauf que la Banque centrale a d'autres politiques. Il n'y a pas que la politique monétaire. Ou plus précisément, il n'y a pas que l'objectif de réduction de l'inflation. Vous avez l'objectif de bonne alimentation en monnaie de l'économie réelle, qui se retrouve aujourd'hui, par exemple, dans la charte de la Réserve fédérale, autour de l'idée que la Réserve fédérale doit assurer un bon fonctionnement de l'économie, et pas simplement le taux d'inflation le plus faible. Et puis, on s'est rendu compte, mais très vite, en réalité, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, qu'il y avait la stabilité générale du système bancaire. Et oui, parce qu'il y a des crises. Alors, il y a des crises et des crises financières depuis, en réalité, la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Vous avez la fameuse spéculation sur les bulbes de tulipes, à Amsterdam. Puis vous avez la crise de la mer de Chine orientale, même chose. Vous avez la banqueroute de l'As en France. Bon. Et très vite, les gouvernements ont compris que l'un des rôles de la Banque centrale, c'était justement d'assurer la stabilité du système bancaire. Mais à partir du moment où vous avez plus d'un objectif, comment vous faites le choix? Donc ça veut dire que même si les moyens utilisés pour tendre vers différents objectifs peuvent être à chaque fois très techniques, le choix entre ces objectifs, les priorités, est-ce qu'aujourd'hui, on va plutôt donner la priorité à la lutte contre l'inflation ou à la stabilisation du système bancaire, ou au contraire à l'alimentation en monnaie de l'économie réelle? Il y a des choix qui doivent être faits. Ces choix sont essentiellement politiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez une énorme source de confusion autour de la question de souveraineté monétaire. Alors la souveraineté monétaire, c'est un terme que tout le monde, les économistes en premier, moi-même, on utilise à tout bout de champ. En réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pourquoi? Tout d'abord parce que la monnaie n'est jamais souveraine. Alors elle n'est jamais souveraine pour plusieurs raisons. Il y a une raison, je dirais, assez philosophique. Le fait que la souveraineté n'est l'attribut que d'être conscient. C'est une institution, pas d'être conscient. Et une autre raison qui vient s'ajouter là-dessus, c'est que la monnaie n'existe jamais de manière seule, de manière isolée. Pour qu'il y ait une monnaie, il faut que vous ayez une structure des droits de propriété. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est fondamentalement de la dette. Donc, il faut que l'on sache qui est responsable de quoi en matière de dette. Ce qui est, d'une certaine manière, défini dans des droits de propriété. Alors, inversement, on a vu que dans toute une série de pays où les droits de propriété ont été affaiblis, excusez cet anglicisme, évidemment, j'ai pensé relaxed, que l'on traduira par affaibli dans ce contexte, on a vu qu'il y avait des problèmes avec la forme monétaire. Par exemple, en Russie, quand il y a justement ce grand affaiblissement des droits de propriété de 1994 à 1996-1997, c'est là où vous voyez se développer toute une série de monnaies de remplacement.
Ah, il y a le rouble, il y a les vexels, il y a le troc, etc. Donc, la monnaie est elle-même liée à d'autres institutions. Elle fait partie, je dirais, d'un ensemble institutionnel. Il y a dedans des institutions sociales, des institutions juridiques, comme les droits de propriété. Mais elle ne peut pas exister sans ces institutions. Donc, si vous voulez, pour ces deux raisons principales, parler de souveraineté monétaire n'a pas de sens. Mais pourquoi en parle-t-on? Autrement dit, pourquoi fait-on cette erreur? D'où vient cette erreur? En réalité, au départ, il y a bien une souveraineté de politique économique, politique budgétaire, politique monétaire, politique industrielle. Bon. Vous interrogeriez aujourd'hui les grands acteurs de la politique économique française des années 50 ou du début des années 60, ils vous diraient, oui, il y a un ensemble de politiques qui font la politique économique. Alors évidemment, oui, on comprend qu'il y a une spécificité de la politique budgétaire, il y a une spécificité de la politique fiscale, il y a une spécificité de la politique monétaire, etc. Mais en fait, ces politiques renvoient toujours à la souveraineté du gouvernement. Et cette souveraineté du gouvernement, si vous les poussez un petit peu plus loin, si vous les poussiez un petit peu plus loin, alors, je vous en parle parce que votre camarade l'a fait gentiment remarquer, je suis un vieux monsieur. Ou plus précisément, né en 1954, je suis rentré à Sciences Po en 1971. Et en 1971, qui étaient nos professeurs? Le directeur du Trésor, M. Delattre, le directeur à la politique économique, M. Deguenne. Donc nous avions des hauts fonctionnaires qui venaient nous faire cours. D'ailleurs, un point très intéressant. Ils n'étaient pas très bons en théorie. Alors, pour faire de la théorie économique, il vaut mieux utiliser la fac. Mais en termes de description pratique d'un système, c'était tout à fait essentiel. Et quand on discutait avec eux, ils disaient oui, évidemment, c'est la souveraineté du gouvernement, mais le gouvernement lui-même ne détient cette souveraineté que du peuple. Donc, la véritable source de souveraineté, c'est le peuple. Alors, pourquoi en est-on venu à cette notion de souveraineté monétaire? En fait, on se rend compte, à partir du moment où, d'abord, on entre dans un système de change flottant, 1973. Puis, on va progressivement démanteler les réglementations qui enserrent les différents marchés financiers. Et vous savez, c'est ce que l'on va appeler le Big Bang alors, à la City de Londres, mais qui va avoir un mécanisme tout à fait similaire sur la place de Paris, etc. On se rend compte à ce moment-là qu'à partir du moment où on est face à un marché non réglementé, et je vous rappelle que régulation au sens anglo-saxon doit se traduire par réglementation en français, eh bien, on voit que le pays dominant, d'un point de vue financier et économique, a tendance à imposer son taux d'intérêt comme d'un taux d'intérêt directeur. Et donc, à cause de ces réformes, le gouvernement français se rend compte qu'il a perdu le contrôle sur le taux d'intérêt. Grosso modo, le taux d'intérêt français était devenu un multiple du taux d'intérêt allemand. Pour vous la faire courte, c'était le taux d'intérêt allemand plus entre 50 et 100 points. On est entre 0,5 et 1% de plus. Bien. Et comme l'Allemagne maintenait des taux d'intérêt relativement élevés à l'époque, évidemment, ça pénalisait beaucoup l'économie française. C'est à partir de là qu'a commencé à apparaître l'expression de souveraineté monétaire. Et on comprend pourquoi.
En fait, ce que l'on veut dire dans cette notion de souveraineté monétaire, c'est l'idée de la souveraineté de la politique monétaire. Ce n'est pas la souveraineté de la monnaie. Sauf que, à partir de cette expression, ont pu se développer toute une série d'explications théoriques, alors qu'on peut approuver ou comme on peut les contester, moi je les conteste, qui vont dire non, 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 la monnaie en elle-même est souveraine. Et ça se heurte aux deux obstacles que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'il y a un véritable problème et que ce problème, il a commencé 1986-1987. En réalité, autrement dit, il a commencé 13 ans avant l'euro. Donc, en réalité, on est dans une situation où la souveraineté de politique monétaire, comme cela qu'il faudrait le dire, n'est plus acquise bien avant l'existence de l'euro. Et la création de l'euro a été une tentative, d'une certaine manière, de sauter dans une piscine pour éviter d'être mouillé. C'est la parabole de Gribouille. Hein. Oui, c'est clair que le gouvernement français était en train de se prendre pas mal de pluie. Bon. Une réaction possible aurait été de dire revenons à un système de réglementation du marché des changes et des marchés financiers de manière à retrouver notre autonomie de taux d'intérêt et donc notre autonomie de politique monétaire. Mais ça n'a pas été ça, l'idée. L'idée a été au contraire de dire non, on va fusionner dans une monnaie unique européenne, et comme ça, on sera tous mouillés. On va sauter dans la piscine, et là, on n'a plus de problème d'eau. Alors, cette explication de l'euro, et qui est importante, si vous voulez, vous prenez les débats qui ont eu lieu de 1991 à 1999, la question du taux d'intérêt, et donc la question de l'autonomie de la politique monétaire et de la capacité du gouvernement français à avoir une politique monétaire indépendante, est la question centrale sur le pourquoi on va vers l'euro. Moi-même, j'ai été assez impliqué dans ces débats. D'abord, je dirais un petit peu à la marge, parce que comme j'ai fait ma thèse avec Michel Aglietta, et que Michel Aglietta est un des grands penseurs de l'euro, il m'a traîné avec lui. Moi, je le traînais en Russie en contrepartie. Bon. Et j'ai vu se développer ça. Et d'une certaine manière, en tant qu'économiste, ça ne me choquait pas. Ou plus précisément, je disais, oui, d'accord, on fait une monnaie unique avec l'Allemagne, l'Italie, au départ c'était ça l'idée, après ça a été étendu. Bon. Sauf que, à partir de ce moment-là, il est clair qu'il va falloir que l'on avance très vite en termes d'unification de la politique sociale, d'unification de la politique fiscale, d'unification de la politique budgétaire, et qu'on ait des flux de transfert. Et chaque fois, Michel, qui est tout sauf un imbécile, qui comprend parfaitement ces problèmes, mais même aussi des gens qui sont aujourd'hui très dans la propagande européenne, et qui à l'époque étaient restés de bons économistes, comme Jean Pisani-Ferry, me disent à partir de 1995, oui, tu as tout à fait raison, bah oui, il va falloir, mais ne t'en fais pas, on fait l'euro, et puis 2 ans ou 3 ans après, il y aura une grande unification de la politique sociale, de la politique fiscale. Ouais. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Et le reproche que je fais à mes collègues, c'est de ne pas avoir reconnu qu'ils s'étaient trompés. De ne pas avoir reconnu qu'il y avait des résistances extrêmement fortes à l'unification des politiques. Or, si on n'a pas cette unification des politiques, si on n'a pas un système qui soit réellement fédéral, et on ne peut pas l'avoir, alors
l'euro se transforme dans un piège monstrueux parce qu'il va impliquer des mesures de politique économique bien au-delà des mesures de politique monétaire. À partir du moment où vous êtes dans une union monétaire avec des pays dont les structures économiques sont très différentes de la vôtre, vous n'avez pas d'autre solution que de vous lancer dans une espèce de course à l'échalote, au moins disant, moins coûtant, sur la politique fiscale, sur la politique sociale et sur l'ensemble des institutions. Donc, en réalité, vous perdez la capacité d'avoir une réelle souveraineté de politique économique, et vous la perdez au profit de qui? Non pas d'une institution qui soit légalement élue, mais au profit d'une institution profondément technocratique. Alors, on est au début des années 2000, et c'est là où ça commence à cogiter. Et je me rappelle qu'au début de mes études, je faisais de la philosophie politique et du droit constitutionnel. Oui, je ne suis pas, disons, ma trajectoire n'est pas celle de l'économiste pur. À un moment donné, bon, j'ai fait des maths, et après avoir fait des maths pas mal au lycée, j'ai dit non, assez c'est assez. Je vais faire un petit peu de sciences politiques et de droit constitutionnel, parce que ça m'intéressait aussi, et c'est pour ça que je suis allé à Sciences Po. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a eu toute une série de penseurs qui ont réfléchi sur cette question, sur cette dépossession par la technique de la souveraineté politique. Alors, vous avez évidemment le fondateur, un petit peu, de la philosophie politique moderne, en tous les cas de l'Europe continentale, c'est Jean Bodin. Mais vous trouvez des raisonnements qui sont assez proches des raisonnements de Jean Bodin chez Hobbes. Et il est très clair que Hobbes a lu Bodin. Et puis après, vous avez tous les gens qui ont construit leur pensée sur cette base. Et là, à un moment donné, vous rencontrez une personne extrêmement intéressante et tout à fait détestable. C'est Carl Schmitt. Alors, tout à fait détestable, c'est pas simplement le fait qu'il ait été un membre du parti nazi jusqu'en 1939, il s'est fait exclure du parti nazi, il faut quand même le savoir. Bon. Mais c'est le fait que, dans ses écrits, vous voyez une personnalité catholique et profondément antisémite jusqu'à sa mort, si vous voulez. Jusqu'à sa mort, il va décrire des théories en termes de droit comme étant juive, protestante, catholique, si vous voulez. Il a cette idée que, fondamentalement, c'est la religion de la personne qui détermine son idée. Bon, ce qui, évidemment, le rend absolument aveugle à toute une série d'évolutions d'auteurs. Mais en même temps, c'est aussi un très grand juriste. Et c'est un des plus grands élèves de Max Weber. Point intéressant. Comment lui, antisémite, et antisémite farouche, si vous voulez, tenant des propos, mais jusqu'à ces 2-3 dernières années de vie, à côté desquelles, excusez-moi, mais les mauvaises plaisanteries de Jean-Marie Le Pen, elles vous sembleraient tout à fait ridicules. Bon. Comment cette personne a pu être dans un rapport de confiance avec un sociologue comme Max Weber, qui savait être juif, personne ne l'ignorait en réalité,
ça pose un problème intéressant sur la psychologie du personnage. Bon. Mais, le point important, c'est qu'il va, à partir de la sociologie de Max Weber, développer une analyse des formes de l'État, parce qu'il comprend, grâce à Weber, que les États modernes ne sont pas les États du système aristotélicien. Pour une raison très simple, c'est que ces États ont besoin d'une administration fonctionnelle. Et aujourd'hui, enfin, disons, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il était d'ores et déjà clair qu'il fallait une armée de fonctionnaires avec des compétences techniques extrêmement spécialisées, effet de la division du travail, qui permettent de construire l'État. Donc, à partir de ce point, il va développer une typologie de l'État qui est extrêmement intéressante. Et c'est en réalité par rapport à cette typologie que j'ai écrit mon livre Souveraineté, démocratie, laïcité. Parce que, si vous voulez, cette typologie, à la fois, elle contient des critiques avec lesquelles je suis assez en accord contre la tendance immanente du système parlementaire à aboutir à une dépolitisation de la politique. Et d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui sont à la fois des spécialistes de Baudin, de Schmitt, de Hayek, qui ont développé cela. Si vous voulez, vous avez, alors vous trouvez sur, vous tapez simplement Depolitizing the Politics, et vous trouvez toute une série de références. Alors vous avez Chris Bellamy, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs articles, mais vous avez aussi un très grand juriste, David Diesenhaus, qui montre qu'on est en présence, dans ce système parlementaire, de ce qu'il appelle le positivisme juridique, l'idée que la loi est juste dès le moment que les formes ont été respectées. Alors oui, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas respecter les formes. Comme un fait du droit, et je sais que le respect des formes est un des éléments de stabilité du système. Mais on ne peut pas uniquement se baser sur cet élément. Il y a à la fois toute une histoire et toute une mythologie là-dessus. Voilà, je vais vous obliger à revenir à votre cours de littérature, seconde ou première. Bon. Antigone de Sophocle. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'une tragédie grecque? C'est deux choses. D'abord, c'est un ouvrage pédagogique destiné aux citoyens. On n'écrit pas une tragédie pour le plaisir. On l'écrit toujours avec, dans l'idée, la volonté de dire quelque chose aux citoyens de la cité et de les faire progresser. Donc il y a toujours un sens pédagogique. Bon. Et puis, en même temps, une tragédie, vous le savez, c'est une situation dans laquelle les deux parties ont raison. Et il y a tragédie parce que justement, on ne trouve pas d'articulation qui permettent de donner raison aux deux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cela qu'il faille chercher, mais c'est justement là où vous avez la volonté pédagogique de l'auteur. Donc, toute tragédie grecque répond à ce modèle. Bien. Alors maintenant, Sophocle. Il décrit une situation où la cité a connu une guerre civile, et dans cette guerre civile, un homme a été tué, l'homme qui avait appelé d'ailleurs des étrangers pour essayer de soutenir sa position, et il décide que le crime de cet homme
est telle qu'il faut laisser son cadavre pourrir en plein air et donc lui refuser toute vie éternelle. D'une certaine manière, on comprend le raisonnement de Créon. Le raisonnement de Créon consiste à dire, bah oui, il y a un crime épouvantable, il faut reconstruire les règles politiques de la cité, et la première de ces règles doit être, on ne doit pas introduire de force étrangère dans la cité. Donc, qui enfreint ces règles doit s'attendre à un châtiment abominable. Mais, inversement, vous avez Antigone qui dit « Il n'est pas du ressort d'un homme, aussi puissant soit-il, d'interdire aux hommes d'ouvrir la possibilité de la vie éternelle à un mort. Vous n'avez pas le droit de laisser ce cadavre sans sépulture. » Grosso modo. Alors, il y a toujours eu plusieurs interprétations. Il y a en particulier, je vous le signale, l'interprétation de Maurras de cette pièce, qui n'est pas inintéressante. Parce que Maurras va essayer de tirer, évidemment, on voit bien le débat, c'est, il y a un politicien pré-machiavélien avant l'heure, qui cherche à reconstruire les règles de sa cité, et puis vous avez quelqu'un qui va défendre le principe de légitimité. Et donc lui, il va tirer la pièce dans le sens d'Antigone. Oui, mais Antigone se tue. En fait, tous les protagonistes vont mourir à la fin de la pièce. Donc, je comprends parfaitement que Maurras ait voulu faire d'Antigone une espèce de pré-Jeanne d'Arc, de grande défenseur de la légitimité. C'est pas ça le sens de la pièce. Et le sens de la pièce, c'est un troisième personnage qui le donne. C'est Aimon, fils de Créon, amant d'Antigone, et qui cherche à réconcilier les deux positions. Sauf que, on n'est pas dans un film américain où tout doit bien se finir, on est dans une tragédie grecque, et Aimon va échouer. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas par sa bouche que parle Sophocle. Ça ne veut pas dire que ce que Sophocle cherche à faire, c'est à convaincre ses spectateurs que la position sage consiste à articuler la légalité et la légitimité. Alors ça, c'est évidemment un point tout à fait essentiel, et vous comprenez que si vous cherchez à construire cette articulation entre légalité et légitimité, eh bien vous allez vous poser le problème, mais qui peut, d'une certaine manière, discuter en légitimité, autrement dit en justesse, non pas en justice, justice c'est la légalité, mais discuter en justesse les principes de la loi. Seul le souverain le peut. Donc, chercher à maintenir cette articulation entre la légalité et la légitimité ne peut se faire qu'à partir du principe de souveraineté. Et d'ailleurs, quand vous regardez les textes européens de ces dernières années, vous voyez que justement, ils cherchent à se débarrasser de la légitimité, à ne garder que la légalité, parce que s'ils le font, alors ils peuvent se débarrasser du principe de souveraineté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui, à nouveau en Europe, complètement lancé vers une espèce de positivisme juridique, dont un auteur dont je vous ai déjà parlé, David Diesenhaus, montre qu'il contient d'énormes dangers. David Diesenhaus montre d'ailleurs que les lois de l'apartheid étaient toutes parfaitement légales. L'apartheid était un système légal. Il y avait bien la règle de droit, la rule of law. Sauf que il s'agissait d'un droit inégalitaire. Et donc, vous ne pouvez pas critiquer les lois de l'apartheid
à partir de la légalité. C'est impossible. Il faut les critiquer à partir d'un autre principe. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, bien, on a cette notion de souveraineté, on a la construction de cette notion de légalité et de légitimité, qui va se retrouver dans le monde romain entre l'auctoritas et la potestas. Vous avez toute cette tendance, et à un moment donné, va se poser la question de savoir, mais qui est le détenteur de cette souveraineté? Alors, le point intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas ce qu'on appelle des, entre guillemets, républicains, mais qui aboutissent à cette idée que c'est dans le peuple que réside la souveraineté. Donc, faites attention, ce n'est pas la Révolution française en 1789 qui tout d'un coup dit « Ah, j'ai trouvé, la souveraineté c'est le peuple ». Non, ça avait été préparé par toute une série de gens, Baudin en particulier, mais aussi, et le point est extrêmement important, Saint-Simon. Bon. Alors, je vous renvoie encore à votre cours de littérature française au lycée. Vous savez que Saint-Simon, le mémoire de Saint-Simon, et vous savez qu'il y a un texte qui est très connu, qui est très cité, c'est le fameux tableau du règne de Louis XIV. Ça tombe bien, on est grosso modo toujours dans le 300e anniversaire de la mort du roi, et la mort du roi, il fait un grand tableau, il dit d'ailleurs des choses assez méchantes sur Louis XIV, il avait une intelligence en dessous du médiocre, bon, mais qu'il compensait, parce qu'on oublie toujours le reste de la citation, mais qu'il compensait par un travail acharné. Vulgo, t'es un élève pas très doué, mais sacrément bosseur. Et vous avez un témoignage de Saint-Simon qui est extrêmement intéressant, qui se passe quelques mois avant la mort du roi. Il y a ce qu'on appelle le petit coucher. Saint-Simon, qui est duc et père de France, donc participe à ce petit coucher. Et à un moment donné, le roi, alors, il faut dire, ça se passe derrière un paravent. On est en train de dévêtir, les valets sont en train de dévêtir le roi et de lui faire passer sa robe de chambre. Et le roi parle donc aux grands nobles qui sont là. Et il leur dit, « Ah, j'ai fini par faire un testament. Je l'ai fait pour qu'elle me laisse en paix. » Le « elle », c'est Madame de Maintenon. Bien. Problème de couple. Mais il ajoute après, « Mais il en sera de ce testament, comme il en fut de celui de mon père, il sera cassé le jour de ma mort. » Pourquoi? Parce que, et Saint-Simon le dit immédiatement, il y a dans ce testament des choses qui sont incompatibles avec les lois du royaume. En particulier, le fait de reconnaître les bâtards du roi dans la ligne de succession. Ce qui veut donc dire que le roi, dont on a construit l'image comme celle du roi tout-puissant, sait parfaitement qu'il n'est pas tout-puissant. D'ailleurs, effectivement, le surlendemain de sa mort, le régent, le duc d'Orléans, amène le testament et le fait casser exactement pour cette raison devant le Parlement de Paris. Quelle est la conclusion qu'en tire Saint-Simon? Il dit, le roi n'est roi qu'en raison d'un fidéicommis de la noblesse et du peuple. Ce qui veut bien dire que même dans une situation de monarchie absolue, on savait en réalité que la souveraineté, ce n'était pas un homme, mais un ensemble d'hommes. Et donc on peut comprendre à partir de là comment se construit en réalité la notion de démocratie, qui va consister à changer les règles de délégation et à pouvoir construire effectivement un système démocratique qui impose la souveraineté.
car à quoi servirait-il que l'on puisse décider démocratiquement de décisions si de toutes les manières nous ne sommes plus souverains? Donc vous voyez qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la souveraineté et la démocratie. Reste le troisième terme de mon titre, la laïcité. Pourquoi? C'est très logique. Cette laïcité renvoie à l'idée du peuple construit comme un ensemble politique, pas un ensemble ethnique, pas un ensemble religieux. Ce qui d'ailleurs est compris par Bodin lui-même. Et Jean Bodin va écrire à la fin de sa vie un ultime livre qui s'appelle l'Heptaplomerès, ou le colloque des 7 savants. Alors, je signale que dans sa jeunesse, Bodin, qui se destinait au départ à être moine et qui après a basculé dans le droit, avait écrit un manuel de lutte contre les sorciers, de la démonologie des sorciers, qui est encore aujourd'hui un des ouvrages les plus cités sur tous les gens qui travaillent sur la question de la sorcellerie, etc. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Heptaplomerès? Il dit « Il n'est pas possible de se convaincre en matière de foi. Il n'y a pas en réalité prise pour un raisonnement rationnel. Donc, la seule possibilité, c'est de renvoyer la foi religieuse à la sphère privée, si on veut pouvoir travailler tous ensemble. » Alors, bien sûr, il dit ça après avoir vécu, lui qui est un catholique, les horreurs des guerres de religion. La Saint-Barthélemy, massacre de protestants par les catholiques. La Michelade, massacre de catholiques par les protestants. Ça a été assez bien réparti, malheureusement. Mais il dit quelque chose d'important. Si vous voulez être souverain et ne pas voir une puissance étrangère vous dicter votre loi, eh bien, il faut que vous constituiez un peuple politique, et donc pour cela, il faut renvoyer la question des cultes à la sphère privée. Et donc vous comprenez une chose, c'est que la laïcité n'est certainement pas la création d'une nouvelle religion. Si vous voulez, quand Vincent Payon a écrit son livre sur la nécessité de construire une forme de religion autour de la laïcité, il a fait un contresens majeur. Bon, on peut discuter pourquoi il a fait ce contresens, mais il a fait un contresens absolument majeur. Le fond du problème, c'est que la laïcité relève des principes politiques. Elle ne relève pas de la tolérance. Le principe de tolérance peut exister, mais il n'est pas la laïcité, et elle ne relève pas du domaine des religions. C'est uniquement un principe d'organisation politique. Et donc, ce principe d'organisation politique, il est absolument essentiel à la constitution d'un peuple comme un ensemble politique, ni ethnique, ni religieux, qui va permettre d'incarner la souveraineté et, si possible, d'aboutir à un système démocratique. Alors vous voyez, tout le chemin que j'ai parcouru, c'est un petit peu mon chemin personnel, c'est des questions que je me suis posées à un moment donné, mais ce chemin, il va du constat, en fait, de la montée des instances non élues sur la politique d'un pays, et il vous amène à une réflexion globale sur la souveraineté, la démocratie et la laïcité. Merci beaucoup. Maintenant, si quelqu'un a des questions à poser à M. Sapir, c'est le moment de les poser. Hop. Le micro est-il fonctionnel? C'est sur le côté. C'est sur le côté? Je te remercie. Et de faire circuler.
Sinon, tu peux parler fort pour moi. Qui veut commencer, Samy? Sur... Vas-y, je te Bon, moi je voulais vous demander en fait de revenir sur quelque chose que vous avez dit. En fait, vous avez dit que l'adoption de l'euro est en partie ce qui a entraîné le fait qu'on ait recours à des politiques économiques qui sont centrées sur la réduction des coûts sociaux. Et en fait, je vous avoue que j'ai un peu de mal en fait à saisir le lien direct de cause à conséquence. Donc je ne sais pas si vous pouviez peut-être expliciter un peu plus. Le lien est très simple. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Bon. Le lien est très simple. Quand vous avez des monnaies différentes, quand chaque pays a sa monnaie, si vous avez dans ce pays, entre ces pays, des règles sociales ou des règles fiscales différentes, vous pouvez compenser les effets de ces règles par des dépréciations ou des réappréciations de la monnaie. Bon. Même chose, à un moment donné, dans un pays, vous avez un manque d'investissement. Vous allez déprécier la monnaie de ce pays pour chercher à attirer dans ce pays toute une série d'investissements. Donc, là, en un sens, il ne s'agit pas de laisser les marchés définir purement les taux de change, parce qu'on sait que ça marche exactement comme ça. Non, mais en fait, il faut bien une flexibilité des taux de change. Mais si vous n'avez pas de flexibilité des taux de change, vous avez un pays qui fait en fait du dumping fiscal ou qui fait du dumping social. Bon, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne fait massivement du dumping social depuis 2002-2003. Alors, nous aurions le Deutsche Mark et le franc, ça ne poserait pas de problème. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, l'Allemagne a un excédent commercial énorme, mais cet excédent commercial aurait entraîné une réappréciation du Deutsche Mark jusqu'au moment où l'excédent commercial se serait tari. Mais comme on n'a pas la possibilité d'ajuster les taux de change, eh bien la seule manière pour chercher à s'ajuster, c'est soit appliquer soi-même des politiques de dumping social encore plus agressives que celles de votre voisin, soit des politiques de dumping fiscal encore plus agressives que celles de votre voisin. Et par exemple, sur l'investissement, vous avez un problème majeur d'investissement, vous allez chercher à comprimer fortement votre consommation de manière à imposer aux gens d'épargner. Et quelque chose dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais chaque fois que l'on touche à la question des retraites en France, le but final, c'est de faire baisser la consommation et augmenter l'investissement. Ce qui se comprend assez simplement, puisque le système de retraite, c'est un espèce de droit garanti à un revenu à travers le système de retraite, et à partir du moment où vous dégradez ce droit, les néo-retraités ou les gens qui sont au travail mais qui commencent déjà à anticiper le fait qu'ils seront à la retraite vont se dire il faut que je maintienne mon revenu par rapport à la base, qui était celle d'avant, et donc ils vont épargner dans des fonds de pension, dans des assurances privées, dans des assurances vie, bon, tout le système. Vous voyez, c'est ça, en réalité, qui pose problème. Or, l'ensemble de ces mécanismes, qui sont en fait assez pervers, parce que si chacun fait du dumping social, vous allez voir, en réalité, la consommation globale de la zone euro se contracter, et vous allez rentrer dans une crise économique extrêmement grave. En fait, les dépenses publiques et le fait que la France ait maintenu malgré tout une politique relativement expansionniste
dans les années 2004, 2005, 2006, etc., c'est ce qui a évité que l'on connaisse une très grave crise économique dans la zone euro. Donc là, il y a bien un problème qui est massivement posé par la non-flexibilité du taux de change. Merci. J'aurais voulu revenir sur la question de la légitimité. En fait, quel est le critère de légitimité que vous prenez? Est-ce que vous vous référez à, je sais pas, à des principes kantiens, aux droits de l'homme, ou est-ce que c'est en référence toujours au peuple qui serait toujours le gardien de la légitimité, en dernière sorte? En fait, il faut comprendre que chaque fois que vous vous référez à des principes universels, vous vous heurtez à cette contradiction. Qu'est-ce qui définit l'universalité de ces principes? Outre le fait que oui, je préfère qu'on considère qu'on est tous égaux. Bien, mais d'où vient cette idée? Est-ce qu'on doit la faire découler d'une structure religieuse? S'il y avait une seule religion au monde, oui. Mais à partir du moment où il y a pluralité religieuse, non. Parce que ça veut dire que, à ce moment-là, des tenants d'une autre religion vont dire autre chose. Donc là, pas de possibilité. Alors vous allez dire, oui, mais ça renvoie à la notion de droit naturel. Ce qui nous constitue comme être humain. Alors là, vous avez deux manières de le concevoir. Première idée qui consiste à dire l'être humain est en réalité une création de l'extérieur. Bon, vous reconnaissez, grosso modo, Adam, Ève et la pomme, bon, sous une forme ou sous une autre. Il y a un problème, c'est qu'on sait par l'éthologie, la paléontologie, etc., que c'est pas vrai. On sait que, en réalité, il n'y a pas l'homme et la bête, il y a un espèce d'arc-en-ciel très développé entre les hommes et les êtres qui, tout en n'étant pas des hommes, partagent avec l'homme une très grande partie de ses caractéristiques. Vous pouvez recevoir une transfusion sanguine d'un singe bonobo. Je vous le signale. Le singe bonobo partage avec nous 99,8% du génome. On sait, là je vous conseille tous les travaux d'éthologie, en particulier les travaux de François de Waal, bon, le bonheur d'être singe. Bon, on sait que chez les grands primates, vous avez des structures politiques. Vous n'avez pas de langage, ou plus exactement, vous n'avez pas de langage articulé. Mais vous avez un langage des signes. Ce qui fait que les différentes expériences qui ont cherché à enseigner le langage des signes, le langage des sourds-muets, aux grands singes, ont été remarquables. Vous avez actuellement des singes qui utilisent spontanément de 700 à 1200 mots dans différents langages. Je vous signale qu'un préadolescent américain en utilise 800. Bon, j'ai peut-être pas fait le bon choix, bon, mais il est clair qu'il y a là un problème énorme. Et ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, l'homme est la création de l'homme, ou plus précisément, c'est le fait de vivre en société qui a développé chez les proto-humains toute une série de caractéristiques. Alors là, c'est le mécanisme de la sélection naturelle, qui ont conduit à l'existence de l'être humain. Et puis vous avez effectivement une autre manière de voir qui consiste à dire, oui, qu'est-ce qui fait l'homme? Non pas qu'il vive en société, mais qu'il soit capable de changer dans le court terme sa société. C'est ça la véritable frontière entre l'homme et les préhumains
ou les quasi-humains. C'est même pas la question de savoir, vous savez, le homo faber, l'homme fait des outils, les animaux n'en font pas. Ouais. Le problème, c'est qu'on sait très bien que les singes, les gorilles font des outils. Non, ça ne peut pas être ça. Mais par contre, il y a bien une distinction. C'est le fait que l'homme, parce qu'il a un langage articulé, arrive à faire des changements dans sa société dans l'espace de l'existence de sa vie. Alors que pour qu'il y ait un changement, par exemple, dans des sociétés de chimpanzés, ou dans des sociétés de gorilles, ou dans des sociétés de bonobos, il faut l'équivalent de plusieurs générations. Et là, il y a effectivement quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en réalité, si on considère que c'est bien cette capacité de l'homme à changer sa société qui fait l'homme, alors il faut reconnaître comme droit fondamental le fait que tous les êtres humains doivent avoir le même droit de participer au changement d'une société. Et c'est ça, en réalité, le fondement de l'égalité politique. Juste pour rebondir là-dessus, et il n'y a pas de risque de dérive, de tyrannie du peuple, enfin Attendez, bien sûr qu'il y a des risques. Par rapport à cette... Mais attendez, mais bien sûr qu'il y a des risques. Le problème, c'est que si vous voulez construire un système où il n'y ait aucun risque, vous construirez un système immobile. La meilleure manière d'évacuer le risque, c'est d'évacuer la possibilité de changement. Regardez par exemple, question très, très simple, comment est-on passé de la dictature à la tyrannie? Alors, vous n'êtes pas obligé de savoir, mais la notion de dictature est une notion qui nous vient du droit constitutionnel romain et qui désigne en réalité un processus, ou plutôt c'est une fonction, c'est une institution dans la République romaine qui doit permettre à la République de faire face à une crise momentanée. Un cas typique, c'est Fabius Conctator, Fabius le temporisateur. Après le désastre militaire des Romains face à Hannibal à Cannes, il est nommé dictateur pour 6 mois par le Sénat pour, d'une certaine manière, sauver Rome. Bon, les historiens racontent comment la population de Rome vivait dans la peur constante et que le seul cri de « Hannibal est aux portes »,« Hannibal ad portam » provoquait une émotion considérable dans la ville. Effectivement, au bout des 6 mois, ayant stabilisé la situation, il remet son mandat dans les mains du Sénat. Bon. C'est le dictateur au sens étymologique du terme. Puis vous en avez un autre, Sylla, qui lui va dire au Sénat, écoutez, vous me faites dictateur à vie, ou alors mes troupes vous coupent le cou. Il n'est pas très courageux. Et donc c'est lui qui a donné, d'une certaine manière, cette très mauvaise notion du dictateur. Donc, ce qui veut dire que sous Rome, vous pouviez avoir les deux choses. Et il faut savoir que c'est vrai dans toutes les institutions que crée l'humanité. Dans toutes les institutions, vous pouvez en faire un bon usage ou un mauvais usage. Mais croire que, en supprimant une institution ou en créant un système d'où on ne pourra pas imaginer de nouvelles institutions, on arrivera à éviter le risque. Non, mais c'est ça ma dernière. Mais justement, dans le cas que vous présentez, on a borné malgré tout le pouvoir du dictateur. La question serait, selon quel principe on pourrait établir ces bornes? Mais ces bornes, elles existent. Qu'est-ce que c'est que l'article 16? Excusez-moi. C'est très exactement la notion de dictature, mais à la romaine. Attention, ça veut dire qu'à un moment donné, quand, si vous voulez, qui connaît le texte de l'article 16? Donc,
quand les institutions de la nation sont empêchées ou mises en cause, le président de la République décrète l'article 16. Il le fait après avis, plutôt non, après une consultation sans avis du président du Conseil constitutionnel. Alors, lors de la guerre d'Algérie, quand De Gaulle a décidé de l'article 16, il a appelé Gaston Monnerville, le président du Sénat et en même temps le président du Conseil constitutionnel. Il a dit: Monsieur Monnerville, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16. Bonsoir, monsieur. Voilà. Il l'avait prévenu. Bon. Et à ce moment-là, il exerce à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans une modification constitutionnelle qui a été prise il y a quelques années, on a considéré que les mesures qui étaient prises dans l'article 16, au bout de 2 mois, pourraient être revues par le Conseil constitutionnel, qui pourrait invalider celles qui seraient considérées comme contraires à la Constitution. Et qu'on a enfin limité à 2 mois la période de totale liberté que peut avoir un dirigeant. Donc voilà. Oui, l'article 16, c'est très précisément l'exemple même de dictature tel que les constituants romains l'avaient pensé. Alors après, ça existe dans beaucoup d'autres pays, hein. Alors, sous la forme de l'état d'urgence, de l'état de siège, bon, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la Constitution française est la seule à prévoir un mécanisme de dictature distinct de l'état de guerre ou de l'état d'urgence. Ça, c'est un point extrêmement intéressant, ce qui montre qu'il y avait chez les gens qui ont rédigé la Constitution de la Ve République, il y avait une conscience extrêmement aiguë de la question de nécessité dans le cadre juridique et de maintenir cette notion de nécessité dans le cadre juridique. Vous avez une autre manière de voir les choses, c'est quelle est l'application du fameux principe juridique nécessité fait loi. C'est un principe qui existe dans, grosso modo, le droit romain, dans le droit continental, qui existe aussi dans le droit coutumier britannique. C'est l'idée que la situation de nécessité extrême, extremus necessitatis, justifie, grosso modo, n'importe quelle action. Et ça, d'une certaine manière, vous avez eu un très bel arrêt du Conseil d'État à propos des mesures valant loi qui avaient été prises par la France libre, puis par la France combattante, jusqu'en 1944. Jusqu'au moment où le fonctionnement normal des institutions a pu être plus ou moins rétabli. Qu'est-ce que dit cet arrêt? Ce qui est un arrêt très célèbre hein, chez les gens qui font du droit constitutionnel et que j'ai appris l'hiver 71-72. Il dit 2 choses. Il dit 1. Tous les actes du gouvernement de Vichy sont, sauf exception précisément stipulée, déclarés nuls et non avenus. Autrement dit, c'est reconnaître le fait que le gouvernement de Vichy était un gouvernement de fait et non pas un gouvernement de droit. Et après, vous avez un deuxième alinéa qui dit « Tous les actes pris par le gouvernement de la France libre jusqu'en novembre 1942, puis de la France combattante, à partir du moment où on est passé de la notion de France libre à France combattante, sont reconnus comme ayant force de droit, quelle que soit la fragilité des conditions dans lesquelles ils ont été émis. » Autrement dit,
en droit, ce n'est pas la condition dans laquelle est émis un texte qui, d'une certaine manière, invalide ou valide ce texte, c'est le principe très profond de légitimité. Une question à poser? Bon, moi j'en ai une du coup. Vous aviez dit dans une interview, dans un article accordé au Figaro, que vous vous prononciez en faveur d'un front de libération nationale allant de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au Front National sous certaines conditions à remplir par le FN. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ces conditions-là? Et la deuxième partie de la question, c'est compte tenu des évolutions récentes de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pensez avoir été entendu par celui-ci? Alors, d'abord, je veux rappeler ce que j'ai dit précisément. J'ai dit que, à terme, on pourrait, et non pas on pouvait, on pourrait regarder cette solution si effectivement le Front National évolue. Bien. J'ai dit quelque chose de très simple et de très basique. Ça consiste à dire, il y a un parti, il est en train d'évoluer, et s'il évolue d'une certaine manière, il n'y a pas de raison qu'on se refuse, à un moment donné, à passer une alliance avec lui. Ce qui relève, je dirais, tout simplement du politique. Deuxième point, quelles sont les conditions? Les conditions que je mettais là-dessus, elles sont très claires, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est que les dirigeants que le Front National en tant que parti, si vous voulez, après ce que disent un tel ou un tel, ça, je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous entendez des choses qui sont tellement scandaleuses qui peuvent être dites par des gens des Républicains ou même par des gens qui se disent socialistes, que c'est plus le problème. Et le Front National, c'est une position politique de parti qui consiste à dire, il ne doit pas y avoir de discrimination entre Français sur des questions de religion en particulier. Et il y a un point très simple, c'est quid des constructions de mosquées? Alors que l'on dise que on ne veut pas que les mosquées soient financées par l'étranger. Ok. Mais est-ce que, autrement, vous acceptez ou pas la construction de mosquées? Parce que ça, si vous voulez, des mosquées, ça pourrait être des synagogues, ça pourrait être des temples protestants dans un autre contexte, si vous voulez. Mais vous voyez bien ce qui est en cause. C'est le fait de reconnaître, est-ce que vous êtes prêt à considérer le peuple dans sa communauté politique et au-delà de toute question de communauté religieuse? Donc ça, c'est un point tout à fait central. Deuxième point, c'est le fait de reconnaître, est-ce que est-ce que le Front National est capable de reconnaître la question de l'existence des syndicats? Parce qu'il y a un point sur lequel la position a été fluctuante. Et il faut savoir que sur cette question-là, il y a... Alors après, qu'on dise que certains syndicats soient bureaucratiques, que d'autres puissent être corrompus, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'institution syndicale. Cette institution syndicale, et ça a été rappelé dans la Constitution de 1946, dont le préambule, je vous le signale, est toujours le préambule de la Constitution de la Ve République, que les syndicats contribuent à l'existence de la démocratie en France. Ouais. Donc là, il y a bien une question tout à fait fondamentale. Et troisième problème, c'est, et c'est peut-être là-dessus où il y a eu le plus d'évolution, sur les questions sociétales. C'est-à-dire, bon, alors après, qu'il y ait des gens qui soient très catholiques, ce qu'on appelait au temps des guerres de religion, des catholiques à gros grains. Oui. C'est leur problème, c'est pas le mien. Mais après, est-ce que ces gens-là sont prêts à admettre que des gens n'aient pas les mêmes interprétations qu'eux sur toute une série de choses, et considèrent que si eux ne veulent pas utiliser des éléments du système légal français, ils ne doivent pas en priver les autres.
Exemple, la question de l'avortement. Alors, là-dessus, il y a eu, il faut le reconnaître, une évolution très nette du Front National. Donc, sur ce point, oui, le Front National est en train de changer son discours pour avoir un discours qui soit globalement cohérent avec la communauté nationale. Sur les deux autres points, je vois les uns et les autres dire des choses. Il n'y a pas encore de prise de position en tant que parti. Donc, si vous voulez, je reconnais que de ce point de vue-là, on n'a pas avancé depuis fin août, début septembre. Troisième position. L'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je connais un petit peu le bonhomme. C'est une évolution sincère. Alors, si vous voulez, c'est une évolution sincère, il faut le comprendre, parce que il est très lié au mythe de 1789. Et dans ce mythe de 1789, il a compris qu'il y a la question de la nation. Donc c'est pour cela qu'il va tenir toute une série de propos qui me semblent extrêmement corrects. Est-ce que c'est lié à mon article? Je veux dire absolument pas. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Mais je pense qu'il y a dans la trajectoire du bonhomme, et surtout à partir du moment où il a de fait rompu à l'amiable, mais il a rompu avec le PCF, il va pouvoir développer de manière plus large, plus importante, toute une série de choses. Par exemple, il dit quelque chose que moi j'ai écrit depuis des années, c'est l'internationalisme n'est pas un a-nationalisme. L'internationalisme présuppose l'existence des nations, et non pas leur disparition. On peut tout à fait, par exemple, Madame Emmanuelle Cos, elle, propose la disparition des nations. Bon, c'est une position. Ce n'est pas une position internationaliste, c'est une position a-nationaliste. Et en réalité, une position internationaliste, ça revient à dire, les nations existent, on en tient compte, mais on va chercher à développer toutes les formes de coopération entre elles. Bon. Ça, le fait qu'il ait dit ça publiquement, il l'a dit, vous savez, dans l'émission Des paroles et des actes, j'étais très content qu'il le dise. Alors après, oui, je pense que c'est une évolution personnelle qui est, d'une certaine manière, dont le moteur, c'est sa lecture de la Révolution française. Bon. Et même sa lecture de la Révolution française, elle me semble beaucoup plus intéressante que celle d'un certain nombre de membres du parti de gauche, avec qui j'ai eu plusieurs polémiques assez brutales sur Twitter, ceux d'entre vous qui suivent un petit peu Twitter, bon, Alexis Corbière en particulier, qui eux disent, à grosso modo, il n'y avait pas de souveraineté du peuple, disons. La souveraineté du peuple, elle est née comme née Athéna du cerveau de Zeus, comme ça d'un coup, le 14 juillet 1789. C'est un peu ridicule. Bon. Mélenchon, qui a fait des études d'histoire au départ, lui, il sait en réalité que non, il y a un processus de construction de la notion de souveraineté nationale, que ce processus, il s'étale sur 500-600 ans, et que, effectivement, vous trouvez dans les œuvres politiques de toute une série de souverains français, vous trouvez des choses qui, d'une certaine manière, annoncent cette notion. Bon, ça, très bien. Mais je vous dis, de ce point de vue-là, en fait, les désaccords que j'avais avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai tout. Bon, c'est plus un désaccord. Je pense qu'il aurait dû tenir ses propos il y a 2 ou 3 ans. Il y a un problème de timing.
Pourquoi il a sorti son ouvrage sur la 6e République avant de sortir Le Hareng de Bismarck? Le Hareng de Bismarck est un excellent livre. D'ailleurs, il a pompé toute une série de... Enfin, pas pompé, il leur a demandé des données, etc. Bon, vous trouverez dedans plein de choses qui sont dites par toute une série d'économistes. Bon. Mais ce livre, il aurait pu l'écrire, si vous voulez, à 1 ou 2 pages près, dès 2013. Et il a pris 2 ans de retard. Donc ça, voilà, je pense que ces 2 ans de retard seront très difficiles à rattraper. Ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre désaccord qu'on avait, c'était sur la question de l'euro. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon, justement en 2013, m'avait tenu le discours qui disait oui, mais ce qu'il faudrait, c'est faire un euro du Sud, un euro du Nord, etc. Et moi, j'avais essayé de lui montrer, peut-être que je n'ai pas été pédagogique, si vous voulez, c'est aussi ma faute, hein, si je n'ai pas réussi à le convaincre, que ça serait une catastrophe. Et que ça serait une catastrophe, en particulier, pour les pays du Sud. Bon. Aujourd'hui, très clairement, il n'en parle plus. Et très clairement, il dit, ben voilà, retour à la monnaie nationale, quitte après à construire ensemble une monnaie commune. Et ça, c'est pas faux. Bon. Et donc là, je n'ai plus de désaccord sur ce point avec lui. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser? Alors, je reviens à l'histoire de l'euro que vous avez évoquée en début de conférence. Je disais que vos collègues pensaient très fortement qu'en l'espace de 2 ans après la création de la monnaie unique, on arriverait à converger les politiques sociales, budgétaires, etc. Sur quels arguments ils se basaient? Après, ils avaient un excellent argument qui consiste à dire, mais ils disaient, l'euro ne peut pas exister sans ça. Et ils disaient, voilà, on ne peut pas faire maintenir une monnaie unique si on n'a pas les mêmes institutions et les mêmes règles dans le domaine fiscal, dans le domaine social. Moi, quand Jean Pisani-Ferry me dit ça en 1998, je dis, ouais, oui, effectivement, si on ne fait pas ça, l'euro va rentrer en crise. Bon. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu cette démarche, et c'est pour cela que, en 2006, j'ai écrit cet article justement sur les pièges de l'euro, hein, alors dans une revue chevènementiste, hein, bon, mais où je disais, voilà, on n'a pas fait toute une série de mesures qui s'imposaient, et donc on va en payer le prix maintenant, parce que ça veut dire qu'au premier choc exogène, la crise de l'euro va se développer de manière extrêmement rapide. Et en fait, en 2007, on a le début de la crise des subprimes, on a la crise de Lehman Brothers en 2008, et 1 an après, on est lancé en plein dans la crise de l'euro. J'ai l'impression qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que les dernières années, ces dernières décennies ont été une régression majeure de la souveraineté de la population, enfin, du peuple français, pardon, de la France, souveraineté monétaire, politique. Manifestement, même s'il y a probablement eu une part de trahison des élites, il y a aussi une déficience de ce qui fait la clé de voûte de la protection de cette souveraineté. C'est la Constitution, avec le titre 1er de la souveraineté, son article 3 sur la souveraineté du peuple. Et ma question est la suivante, puisqu'elle a défailli, que pensez-vous du fait d'en écrire une nouvelle? Et pour aller un tout petit peu plus loin, quels seraient les 2, 3 plus éléments majeurs à envisager, à rajouter à une nouvelle constitution pour protéger ça? Alors, je ne pense pas que la Constitution, elle ait failli dans son titre 1. Ou plus précisément, on voit très bien, bon, toute une série de dirigeants qui se sont assis sur le titre 1, c'est clair. Mais ça,
le problème n'est pas constitutionnel. C'est un problème politique. Donc ça, il ne faut pas demander à la Constitution de régler des choses qui en fait ne relèvent pas de la Constitution. Par contre, on voit qu'il y a bien des problèmes assez évidents. La Constitution de la Ve République était, à l'origine, une constitution parlementaire, dit de parlementarisme rationalisé. Alors, c'est quoi le parlementarisme rationalisé? C'est cette idée de comment éviter de retrouver toutes les pathologies des régimes parlementaires qu'on avait connus alors, sous la Troisième et la Quatrième République, mais qu'on avait connus aussi sous l'Allemagne de Weimar, etc. Et on voit très bien que cette constitution fait un Premier ministre fort et un président qui est en surplomb global de la société politique. Alors, il n'est pas la personne qui inaugure les chrysanthèmes, mais il n'intervient pas directement dans les décisions gouvernementales. Je vous rappelle, quand il s'agit du Premier ministre, le premier article du titre dit « Le Premier ministre conduit et dirige la politique de la nation », pas le président. Et, d'une certaine manière, De Gaulle a très exactement respecté cette constitution qu'il avait fait écrire, parce qu'il ne voulait pas, d'une certaine manière, rentrer dans des questions de gestion, peut-être pas au jour le jour, enfin, disons, à 6 mois. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Pompidou est devenu président, et ça a été évidemment encore plus aggravé par Giscard, vous aviez 2 hommes qui avaient une réelle compétence dans le domaine de l'économie. Et ils se sont accaparés des domaines de plus en plus importants de la politique du pays. Le domaine réservé, le domaine de souveraineté en fait, c'était le domaine réservé. Dans l'esprit de Gaulle, le président n'intervenait que sur 2 points, la politique étrangère et la politique de défense. D'ailleurs, on le sait par toute une série de témoignages, les ministres et le Premier ministre, et Georges Pompidou en était parfaitement conscient, il ne devait pas intervenir sur la politique de défense. Il intervenait un peu plus sur la politique étrangère, mais sur la politique de défense, vous comprenez très bien que c'était dans une relation entre De Gaulle et le ministre de la Défense de l'époque, Pierre Messmer. En contrepartie, De Gaulle n'intervenait pas sur l'ensemble des autres. Et vous voyez, ça a changé d'abord avec Georges Pompidou, et ça a changé avec Valéry Giscard d'Estaing. Là, il y a déjà... Donc, après, vous avez eu toute une série d'autres évolutions, et en particulier le quinquennat. Le fait de lier le quinquennat, enfin de faire le quinquennat, et de lier le mandat présidentiel au mandat parlementaire, empêche symboliquement et pratiquement la position de surplomb qui devrait être celle du président. Et de fait, elle fait du président un super Premier ministre et elle réduit très logiquement la fonction de Premier ministre à celle d'être un pur exécutant. Vous voyez d'ailleurs, les Premiers ministres qui se sont succédés par la suite n'ont eu aucune autonomie par rapport au président. Donc, là, il y a effectivement quelque chose d'assez mauvais. Et donc, alors je dois vous dire que sur la question constitutionnelle, si je n'avais retenu qu'une seule chose de ce que j'ai appris, ça serait le fait que il faut regarder les principes et pas nécessairement leur modalité d'application. Donc, je pense qu'on peut très bien faire évoluer la Constitution actuelle, soit dans un sens plus parlementaire, mais à ce moment-là, il faudra retirer l'article 49.3
et il faudra retirer, ou plus exactement, il faudra modifier la question de la dissolution. La dissolution devrait être désormais le fait du Premier ministre et non pas le fait du président. Ou alors, on va plutôt dans un sens présidentiel et on supprime le Premier ministre. Mais à ce moment-là, il ne pourra plus y avoir de dissolution. Les deux solutions présentent des inconvénients réels. La solution de la présidentialisation, qui correspond à la Constitution américaine et à la pratique américaine. Quand vous avez une majorité d'opposition au niveau du Congrès, donc au niveau du Parlement, le président, en dépit de ses pouvoirs extrêmement importants et le fait que son gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée, il est paralysé. Alors, il faut ajouter à cela le fait que il y a aujourd'hui la réintroduction de la notion de responsabilité du gouvernement à travers un artifice, mais typique de l'innovation constitutionnelle, le fait que le Congrès et le Sénat doivent voter sur, je dirais, sur des questions d'éthique pour les membres du cabinet du président. Et chaque fois que vous avez eu président d'un parti et un Sénat et un Congrès d'un autre parti, il y a eu, quand le président a voulu constituer son cabinet, des tractations extrêmement longues, extrêmement compliquées, etc. Donc là, oui, clairement un problème. Inversement, si on va vers une structure beaucoup plus parlementaire, on va retrouver une certaine forme d'instabilité politique. Bon. Soit le blocage, soit l'instabilité politique. Il n'y a pas, en réalité, si vous voulez, de bon choix là-dedans. Alors après, oui, on peut introduire des choses. Alors je passe sur la proposition qu'a fait Montebourg. Un Sénat recruté parmi les citoyens au choix. C'est idiot. Le Sénat, il a une fonction, même si cette fonction, elle est aujourd'hui largement détournée. Le Sénat doit redonner leur mot à dire à des territoires. Alors c'était des micro-territoires, si vous voulez, c'était, on disait, le Grand Conseil des communes de France, le mot de Gambetta sur le Sénat, mais c'est vrai, si vous voulez, à la limite, que les sénateurs soient élus au suffrage universel dans le cadre des régions, ne me choquerait pas. Vous avez l'idée qui est développée justement par le parti de gauche et Mélenchon des référendums révocatoires. Pourquoi pas? Mais normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Bon, après, oui, on comprend qu'il peut y avoir toujours des problèmes, mais simplement, ce qu'il faudrait, c'est que ces référendums révocatoires ne puissent pas survenir dans les 2 premières années du mandat, soit de l'Assemblée, soit du président. Parce que si vous voulez, là, vous aurez toujours le risque, vous avez un président ou une présidente qui est élu, mais avec une courte majorité, grosso modo du 51-49, bon, etc. Bien. Le risque, avec ce procès, cette disposition de référendum révocatoire, c'est que immédiatement, l'opposition recueille des signatures et obtienne, par exemple, l'organisation d'un nouveau référendum, enfin disons d'une nouvelle élection. Non. Il faut laisser, même si on n'est pas d'accord, l'un des principes de la politique, et non pas du politique, c'est quand même de laisser un gouvernement, à un moment donné, bon, on n'est pas d'accord, mais on ne lui conteste pas le fait de prendre des lois.
En tous les cas, certainement pas au début de sa mandature. Alors après, évidemment, si vous avez des gouvernements qui ont changé de position, etc., mais ça, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose un problème général de démocratie. François Hollande a décidé de changer de politique et d'imposer un cours social-libéral ou libéral tout court à la France. Bon. Qu'il pense que ce soit nécessaire, il a tout à fait le droit de le penser. Moi, c'est pas mon avis, mais je ne vais pas le lui reprocher. Ce que je lui reproche, c'est tu as été élu et tu as une assemblée qui a été élue sur un certain programme et tu en appliques un autre. Normalement, il fallait dissoudre l'Assemblée et demander aux Français à nouveau leur avis. Bon. Si ça avait été fait, on ne serait peut-être pas dans la situation de crise où l'on est aujourd'hui. Voilà, donc il y a un problème aussi de comportement politique. Il n'y a pas simplement un problème de droit constitutionnel. Oui, bien sûr. C'est peut-être aussi parce que c'est pas assez contraint. La Constitution ne contraint pas assez ces comportements. Oui, mais ça, c'est pas possible, si vous voulez. Comment allez-vous dire que le programme sur lequel une assemblée a été élue n'est plus respecté? Parce que vous allez vous retrouver à la même chose. Ah oui, vous voulez le mandat impératif. Attendez, le mandat impératif, on peut très bien montrer en termes de... même pas de... oui, en termes de théorie des jeux, que le mandat impératif n'est pas possible. Le mandat impératif, il ne peut exister que dans un seul cas. C'est le cas des délégués pour l'élection du président américain. En fait, vous savez que les Américains n'élisent pas leur président. Ils élisent des délégués dans chaque État qui ont un mandat impératif, qui se réunissent à Washington et qui vont élire le président. Ok. Mais c'est le seul cas dans lequel la notion de mandat impératif peut s'appliquer. Elle ne peut pas s'appliquer en politique. Parce que la politique, c'est le fait de faire des choix et ces choix sont largement déterminés par le contexte. Donc, il n'y a pas de possibilité de mandat impératif. Et comme il n'y a pas de possibilité de mandat impératif, comment allez-vous déterminer qu'il y a une rupture nette à un moment donné? Comment pourrez-vous, en termes de texte, dire « Ah oui, ben là, vous appliquez une autre politique que la politique sur laquelle vous êtes... » Non, simplement, moi je constate que les Britanniques ont en réalité un sens beaucoup plus aigu de la démocratie. Cameron, il a accepté le Brexit. Je ne dis pas qu'il était content de l'accepter, mais à un moment donné, il a bien vu qu'il avait besoin de ça pour se faire. Et il a tenu parole après. Ça n'a pas été simplement une promesse électorale, hein, il a tenu parole. Vous avez aussi, quand il y a un problème politique, la solution des Britanniques, c'est on dissout. Ça me semble, quelle que soit la politique qui pose problème, hein, si vous voulez, mais ça me semble beaucoup plus sain. Très bien, malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce que le temps passe. Je peux poser une dernière question, c'est pas possible. Là, le temps passe vraiment et on doit rendre J'ai vu la la salle. plusieurs fois et donc ça prend peut-être pas très longtemps. Bon, allez, vas-y, quelques secondes, vas-y, si tu veux. Oui, vous avez parlé plusieurs fois de nationalisme, du concept de nationalisme au cours de cette conférence. Est-ce que vous pourriez expliquer davantage ce que c'est pour vous qu'une nation? C'est un concept avec lequel j'ai toujours eu du mal. Une nation, c'est la construction politique qui se fait dans l'histoire, en réalité, en même temps que se fait la construction du peuple. Le peuple, en tant que communauté politique, ne peut se construire qu'en construisant des institutions. Et ces institutions sont la nation. Inversement, la nation, à travers ses institutions politiques, va, d'une certaine manière, contribuer à la constitution du peuple. Et donc, vous voyez que, quand vous prenez simplement l'histoire de France, que vous avez une histoire parallèle de la construction de la nation
et de la construction du peuple français. Un exemple. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle vient d'où? Elle vient de Lorraine. La Lorraine, elle est une terre dite française, le royaume de France, mais c'est une terre marginale. Donc, c'est bien une frontière. C'est intéressant, c'est que c'est au sein de cette frontière qu'il y a ce sentiment très profond, ce sentiment national très profond, qui va, d'une certaine manière, déclencher toute l'aventure de Jeanne. Bien. Et en même temps, vous voyez que, du point de vue du roi, il va se servir de cette aventure pour mettre de côté certains conseillers, en mettre devant d'autres, et pour, d'une certaine manière, réorganiser son pouvoir. Donc vous voyez bien là, il y a une très large interaction entre la construction du peuple et la construction de la nation. Bon, même chose, construction de la nation, ça, les historiens qui l'expliquent très bien, la nation s'est construite, dans le cas de la France, à la fois dans une lutte contre la micro-seigneurie, mais aussi dans une lutte contre la papauté. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que dans la construction de la nation, il y a un troisième élément qui n'est pas dit en tant que tel, mais dont les historiens sont parfaitement conscients, c'est la constitution d'une bureaucratie étatique. Le roi qui symbolise ces trois luttes, c'est Philippe le Bel. Vous avez dans Philippe le Bel le roi qui finit d'écraser les micro-seigneuries, etc., qui impose en fait le fait que la loi royale est la loi du royaume. Bon. En même temps, il se prend une belle partie de claque avec le pape. Hein. Vous connaissez l'histoire de l'incident d'Agnani. L'envoyé du roi de France soufflette le pape. La main de l'envoyé était dans un gant de fer, le pape en est mort. Bon, c'est pas rien. Excusez-moi, au Moyen-Âge, c'est quand même pas rien de provoquer la mort du pape. Bon, donc, et ça permet d'ailleurs à Philippe le Bel de mettre la papauté à sa botte, et elle restera pendant un petit peu moins d'un siècle. Troisième chose, c'est sous le règne de Philippe le Bel qu'a fini d'être institutionnalisée la notion des légistes royaux. Autrement dit, d'un corps qui ne dépendait pas de la personne du roi, mais qui dépendait de l'institution du roi, et qui traitait des lois, etc. Et ces légistes royaux, c'est l'embryon de l'administration française. Donc vous voyez, vous avez ce type de processus. Et en même temps, vous vous rendez compte que le sentiment national français appuie et se construit sur les efforts de la monarchie pour développer la nation. Donc il y a un jeu de va-et-vient entre le processus de construction de la nation et le processus de construction du peuple, et d'une certaine manière, ce processus, il est grosso modo achevé avec Jeanne d'Arc. Parce qu'à ce moment-là, vous avez quelqu'un, vous connaissez, vous ne connaissez peut-être pas, mais il y a cette anecdote qui est rapportée par pas mal de gens. Un noble demande à Jeanne, un grand noble demande à Jeanne d'Arc, mais quel est le français que tu parles? Et la réponse de Jeanne d'Arc, mon français est plus pur que le vôtre. Ce qu'elle veut dire par là, ne me cherche pas des noises sur ma manière de parler, sur le fait que je puisse parler peut-être, que je puisse utiliser des mots de patois lorrain, etc. Parce que je suis la représentante du sentiment national,
par définition, mon français est plus pur que le tien. Pas rien. Et ça, d'une certaine manière, les conseillers du roi se le tiennent pour dit. Après ça, il n'y a plus de questions. Ouais, mais comment elle parle? Est-ce qu'elle parle un peu patois? Etc. Bon. Non. Alors, il y a un vrai, si vous voulez, il y a un vrai mystère autour de Jeanne d'Arc. Pas un mystère au sens mystique, mais il y a un vrai mystère, c'est le fait que cette jeune femme était certainement beaucoup plus cultivée que ce qu'on a bien voulu dire. Et si vous voulez, vous le voyez dans les propos qu'elle tient face au roi, les propos qu'elle tient devant les conseillers, les propos de son procès. Son procès, en fait, elle arrive à démonter la totalité de l'accusation des meilleurs spécialistes de la théologie de l'Église de France. Parce qu'il faut savoir que l'Église de France, elle était plutôt pro-britannique à l'époque, et que Cauchon était l'un des meilleurs élèves et l'une des personnes les plus représentantes de la Sorbonne. Or, elle arrive à démonter les unes après les autres toutes les accusations et à retourner ces accusations contre ses accusateurs. Ce qui me fait penser que le mythe la décrit comme une simple bergère. C'était probablement un petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'elle était porteuse effectivement de ce sentiment national, et s'il n'y avait pas eu ça derrière elle, elle n'aurait pas eu le poids qu'elle a eu face au roi. Bon, après, est-ce que ce n'est pas certains des conseillers du roi qui ont suscité cela pour renforcer la position du roi face à d'autres conseillers? Bon, on peut tout imaginer. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous lisez ça a été publié il n'y a pas longtemps, quand vous lisez les actes du procès, et quand vous lisez toute une série de choses, de propos que tient Jeanne d'Arc devant le roi, vous êtes impressionné par la maturité et la connaissance de ce qui est malgré tout une jeune fille de 17-18 ans. Bon, même si on vieillissait beaucoup plus vite à l'époque qu'aujourd'hui. Une femme, elle avait des enfants à 15 ans. Je vous signale qu'un garçon, ce que nous on considérait comme un garçon, mais à 13 ans, il est un homme, et à 14 ans, il revêt l'armure et il part à la guerre s'il est noble. À 25 ans, on est déjà considéré comme un barbon. Ah, oui, c'est normal. L'âge moyen, c'est 35 ans. Donc, ça explique aussi beaucoup de choses. Mais néanmoins, il est très clair qu'il y a un vrai mystère derrière le personnage réel de Jeanne d'Arc. On invitera M. Sapir une autre fois pour les prochaines questions. Voilà, je tenais à vous remercier tous pour votre participation et surtout à remercier chaleureusement et sincèrement M. Sapir pour sa disponibilité et pour cet échange de grande qualité. Voilà, je vous remercie. Merci.